le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de ce journal. La traque des GSM au volant. Opération de police pendant 48 heures. Le téléphone nous rend distraits. Nous le verrons avec Marie Bourguignon. L'essence à plus de 2 € du jamais vu. D'une pompe à l'autre, les prix varient tout de même un peu. Les automobilistes font le calcul. Fabrice Gérard nous en parle dans un instant. Les cours d'eau se vident, conséquence d'un printemps chaud avec peu de pluie. La cellule sécheresse wallonne se réunira cet après-midi. Explication avec Simon Brem en direct. Un drôle de masque pour ce facteur. Bipost est en train de mesurer les paramètres physiques. Le métier évolue avec la distribution des colis plus lourds à porter. Et puis elle aime Bruxelles et Bruxelles l'aime aussi. Angèle a démarré sa tournée belge hier soir à Forêt Nationale devant un public conquis. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Un petit conseil tout d'abord, si vous me permettez, n'utilisez pas votre GSM en voiture. La police mène des contrôles intensifs aujourd'hui et demain. Il faut savoir qu'un accident sur 4 est causé par la distraction au volant et le téléphone est souvent responsable. Anne-Catherine Musel, Paromita Huidar et Marie Bourguignon ont suivi des policiers en région liégeoise. Ils sont sur le qui-vive depuis ce matin. L'inspecteur Matagne et son coéquipier participent à l'action policière contre la distraction au volant. Les conducteurs au téléphone, ils les repèrent en un coup d'œil. Ouais, il est au GSM. L'action a lieu pendant 48 heures. La police fédérale de la route travaille main dans la main avec les 110 zones de police locales. Aujourd'hui, on a la chance d'être en anonyme, ce qui facilite naturellement pour la constatation des infractions. Et voilà, donc notre façon de procéder, c'est on observe la circulation, on regarde un petit peu les comportements, parce que généralement, c'est toujours précurseur. Il y a toujours une petite faute qui est commise au départ, une personne qui reste constamment à gauche, qui nous laisse supposer qu'elle pourrait être en train d'utiliser son GSM. Et comme vous l'avez vu ici, ça se révèle vrai. Moi j'étais au GSM au volant, donc malheureusement j'ai la voiture depuis peu de temps, donc je ne l'avais pas encore connecté. Je l'ai fait quand j'étais sur l'autoroute. Tout le monde le sait, beaucoup de monde le fait, donc voilà, je me suis fait avoir. Ils étaient là au mauvais moment, donc voilà, c'est comme ça. Le code de la route a changé le 3 mars dernier. L'amende a été augmentée. Elle s'élève à 174 € en cas de GSM au volant. Mais dans le cadre de cette action, la police cherche aussi à sensibiliser aux autres comportements à risque en voiture. Ça peut aller de manger sa tartine, à lire son journal, à se maquiller, à se couper les ongles. Donc ce sont tous des éléments qui font qu'à un moment donné, on perd la route au niveau contact. On ne regarde plus, on est occupé à autre chose. Quand vous imaginez que ne fût-ce que simplement lire un SMS, vous avez parcouru plus de 200 mètres, je crois que la conclusion elle est très simple. Si on veut rester connecté, le seul élément avec lequel il faut rester et exclusivement connecté, c'est la route. Selon les études, entre 5 et 25% des accidents de la route sont dus à la distraction au volant. Et oui, donc 48 heures de contrôle aux 4 coins du pays. Et il faut aussi le préciser, dans la province du Brabant flamand, la tolérance zéro est en vigueur depuis quelques semaines. Marie Bourguignon, vous avez justement un chiffre intéressant à ce sujet. Oui, Ophélie, dans l'arrondissement d'Alville-Vorde, des mesures strictes contre l'utilisation du GSM au volant sont prises durant tout le mois de mai. Durant cette période, les conducteurs qui téléphoneront au volant se verront retirer leur permis durant une période de 8 jours. Alors, depuis le début de cette opération, le parquet d'Alville-Vorde a déjà retiré 252 permis de conduire. Alors ici, on a choisi la tolérance zéro pour faire passer un message fort, car selon une enquête, un conducteur sur 4 lit ou envoie des SMS au volant et un conducteur sur 6 téléphone sans utiliser son kit main libre, et ça, ces chiffres sont beaucoup trop élevés. Merci pour ces explications, Marie. Alors, quand on dit pas de GSM au volant, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, Alison Delpierre, vous allez justement nous l'expliquer. Oui, alors ça veut dire qu'en aucun cas, vous ne pouvez tenir votre téléphone entre vos mains, même si vous activez le haut-parleur quand vous passez un coup de fil. Vous ne pouvez pas non plus le coincer entre votre oreille et votre épaule pour passer un coup de fil, tout comme le déposer sur une de vos jambes ou le coincer dans votre tableau de bord, puisqu'au moindre coup de
frein, il pourrait tomber et vous ne pouvez pas non plus, et cela peut paraître plus étonnant, le déposer sur le siège passager. Effectivement, c'est assez étonnant. Alors, que peut-on faire en voiture ? Eh bien, retenez une chose, vous pouvez utiliser votre téléphone en voiture seulement si vous avez un support spécifique et adéquat pour le tenir. À ce moment-là, vous pouvez même taper sur votre écran. Alors, ce n'est évidemment pas conseillé, mais ce n'est en tout cas pas interdit. Et si vous souhaitez utiliser votre téléphone sans avoir ce support, il y a 2 conditions. Vous devez soit être en stationnement, soit à l'arrêt. Mais attention, si vous êtes à un feu rouge ou dans les embouteillages, ce n'est pas considéré comme un arrêt et c'est donc interdit aussi. Et puis qu'en est-il des autres comportements alors ? Eh bien, se maquiller, fumer, boire ou encore manger ne sont pas directement interdits. Mais la loi dit que vous devez être apte à réaliser toutes les manœuvres qui vous incombent sur la route. Autrement dit, si par exemple vous faites un écart parce que vous êtes occupé à faire l'un de ces comportements, eh bien, si la police vous voit, elle peut quand même vous verbaliser et vous écoperez dans ce cas-là d'une amende de 174 €. Et nous voilà donc prévenus. Merci beaucoup, Alison. Alors, vous êtes peut-être également allé faire le plein de votre voiture ce matin. Ne remuons pas le couteau dans la plaie, mais l'essence dépasse les 2 € le litre pour la 95 ou la 98, tout simplement du jamais vu. Et nous allons retrouver Fabrice Gérard dans une station-service bruxelloise. Alors Fabrice, dans cette station, justement, les prix sont un petit peu moins élevés qu'ailleurs. Comment explique-t-on cette différence ? Oui, effectivement, vous l'avez dit Ophélie, ici on se retrouve dans une pompe à essence qui pratique des prix légèrement moins élevés qu'ailleurs. Alors ça s'explique par le fait qu'il s'agit de structures qui ne dépendent pas directement des gros groupes pétroliers, et qui également peuvent négocier de gros volumes, ce qui leur permet de ristourner quelques eurocents le litre tout au plus, que ce soit pour le diesel ou pour l'essence. Alors comme vous pouvez le constater derrière moi... Pardon, excusez-moi. Alors, donc, je reprends mes explications. Vous pouvez le constater derrière moi. Eh bien, vous voyez, les prix à la pompe, ils avoisinent les 2 € au litre. C'est un petit peu moins cher qu'ailleurs, chez les grosses enseignes pétrolières. Mais pour autant, évidemment, pour le portefeuille des automobilistes, eh bien, c'est une facture qu'il faut savoir payer, dont il faut savoir payer, s'acquitter. Et on a évidemment entendu qu'il y avait pas mal de changements de mode de comportement parmi les automobilistes, qui maintenant, eh bien, quand ils doivent effectuer des petites distances, des petites courses, eh bien, privilégient davantage les modes de transport alternatifs comme les transports en commun ou la bicyclette. Alors bonne nouvelle malgré tout, ça on peut quand même le souligner, dès demain, ça a été annoncé par le SPF Économie, eh bien le prix du diesel va légèrement diminuer à la pompe, il va diminuer de 1,5 centimes d'euros et atteindra un prix maximal à la pompe de 2,018 au litre de carburant. Merci beaucoup Fabrice et nos excuses pour ce petit mot qui lui a échappé. Un petit problème technique est venu le perturber dans son direct. Alors les automobilistes n'aiment pas les hausses de prix du carburant, ils n'aiment pas non plus les embouteillages et il y en avait d'importants hier après ce gros accident survenu à hauteur de Nimy. Alors tout n'est pas encore complètement rentré dans l'ordre aujourd'hui. Mathieu Van Winkel, vous êtes sur le chantier, il y a des travaux de réparation à effectuer. Oui, effectivement, il va falloir travailler. D'ailleurs, les ouvriers vont bientôt arriver, vont commencer les travaux ce début d'après-midi. Parce que hier, c'est un camion rempli de 30 tonnes de blé qui a pris feu après un accident. Les températures ont endommagé la couche supérieure de l'autoroute. Il a fallu lancer une opération de rabotage. On a raboté, on a raclé la partie supérieure de l'autoroute. Des travaux qui ont commencé dès hier soir, qui se sont poursuivis assez tard. Je vous propose d'écouter Héloïse Winandi. Elle est la porte-parole de la Sofico qui s'occupe des travaux sur les autoroutes en Wallonie. Donc le rabotage avait été effectué de nuit et certaines opérations se poursuivaient toujours pour préparer la surface à recevoir les revêtements, donc avec du sciage, avec la pose de certains enduits aussi pour préparer l'arrivée de ces revêtements. Et ces revêtements arrivent l'après-midi. Il fallait évidemment pouvoir se coordonner aussi avec l'entreprise qui fournit ce bitume. Ok, d'accord. Bon, est-ce que vous savez plus ou moins quand la situation reviendra à la normale ? Donc le bitume sera posé cet après-midi et l'autoroute sera rouverte dans la foulée après les heures de pointe du soir. Donc tout a vraiment été mis en œuvre pour que les opérations se passent le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions de sécurité pour tous. Voilà, vous l'aurez compris, mauvaise nouvelle, ce ne sera pas dégagé, pas totalement terminé pour la fin de journée, pour l'heure de pointe. Il va peut-être falloir prendre d'autres itinéraires ici donc à Nimy sur le 19 en direction de Bruxelles. Pour la suite, les travaux seront donc terminés ce soir, vous l'avez entendu, et demain matin, normalement, tout serait à nouveau rentré dans l'ordre.
Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces informations. Encore donc quelques files à prévoir sous la chaleur qui plus est. C'est vrai, nous avons un printemps assez chaud. La cellule sécheresse de la région wallonne va d'ailleurs se réunir cet après-midi. Simon Brem, quel est l'objectif justement de cette rencontre ? Eh bien donc c'est de faire le point sur cette période exceptionnellement sèche. C'est vrai que cela commence doucement à devenir inquiétant. Au niveau des nappes phréatiques, cela va encore, à l'exception tout de même de la province du Luxembourg qui est généralement plus sèche et du sud du Namurois qui devrait être à surveiller. Cela va encore, pourquoi ? Grâce ou suite plutôt aux précipitations importantes de l'été dernier. On s'en souvient. Les seules mesures prises pour l'instant, c'est l'interruption de la circulation des kayaks sur certains cours d'eau. L'Ourthe, la Semois et le Virouin sont en partie fermés à la circulation des kayaks, mais cela c'est une mesure systématique. Il pourrait donc y avoir de nouvelles mesures cet après-midi et dans les prochains jours. Alors je vous donne quand même quelques chiffres. Nous avons contacté l'Institut Royal Météorologique qui nous a donné ses moyennes. D'habitude pour ce qu'on appelle le printemps météorologique, c'est-à-dire du 1er mars au 31 mai, eh bien il y a en moyenne plus de 120 litres par mètre carré et pour l'instant on est seulement à 40 litres par mètre carré. Vous aurez fait le calcul, il manque 2/3 des précipitations pour la période actuelle. Alors pour la suite, eh bien dans les 10 prochains jours, c'est vrai, on annonce des orages, mais le pays devrait basculer d'après l'IRM tout de même dans l'extrêmement sec. Et pour la suite encore après, eh bien l'été pourrait être toujours d'après l'IRM chaud et sec, mais cela reste difficile à dire pour l'instant. Merci Simon d'avoir fait le point sur la situation. Je rappelle donc que la cellule sécheresse se réunira cet après-midi. Et prenons justement un exemple concret à Rochefort. Vu les prévisions et ce risque de sécheresse, la commune appelle les habitants à faire preuve de bon sens et ne pas surconsommer. Et puis de leur côté, les fontainiers sont sur le qui-vive et ils surveillent bien sûr le niveau des nappes phréatiques. Reportage d'Antoine Perret de Matélé. Derrière cette porte verte se cache la source de la Tridène. C'est elle qui alimente en grande partie la ville de Rochefort en eau potable. Son trop-plein sert de repère aux fontainiers de la commune. Si le fossé est à sec, comme aujourd'hui, il est temps de s'inquiéter. Maintenant, la situation n'est pas alarmante, parce que bon, il y a toujours de l'eau dans la source, mais nous commençons tout doucement à prévoir nos sécurités que nous avons maintenant au niveau de la source de Tridène. Il faut dire qu'après des années compliquées et des épisodes de sécheresse toujours plus nombreux, la commune de Rochefort, gestionnaire du réseau, a pris les devants. Cette fois, elle semble parée pour les semaines à venir, annoncées comme chaudes et sèches par l'IRM, l'Institut Royal Météorologique. Depuis cette année, nous avons un accord avec l'abbaye concernant l'usage de 2 captages qui ont été forés par l'abbaye à des fins de secours, tant pour l'abbaye que pour la ville de Rochefort. Et donc ces captages sont maintenant totalement opérationnels, bien liaisonnés au réseau de la ville de Rochefort, bien liaisonnés aussi au réseau de l'abbaye pour ses propres besoins, de façon à venir en soutien à l'étiage de la source de Tridène si la sécheresse devait se prolonger. Malgré qu'on a le barrage de Nisramon qui nous aide aussi, eux ont leurs problèmes sur le réseau aussi. Donc nous, le fait d'avoir un appoint rochefortois, je vais parler comme ça, c'est très important pour nous. Ça rassure. Ça rassure, tout à fait. À partir d'ici, ça alimente Rochefort, donc ça arrive au réservoir du Tiers-Doré. Et voilà, ça nous permet de subvenir aux besoins en eau. Mais malgré toutes ces solutions de secours, Rochefort n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. À partir de la mi-mai, la consommation d'eau augmente considérablement dans les foyers. Remplissage de piscines, remplissage des jacuzzis, arrosage des jardins parce qu'on procède à toutes les plantations printanières qui pouvaient souffrir du gel. Et vu l'état des terrains actuellement très très sec partout, tout le monde s'en rend compte dans son jardin, son potager, on sait qu'il va y avoir un appel de consommation plus important. La ville de Rochefort appelle donc déjà ses citoyens à la vigilance et leur demande d'utiliser l'eau avec parcimonie. Elle donne également quelques recommandations comme remplir les citernes et les piscines de nuit et à faible débit, ne pas arroser les jardins et les pelouses en pleine journée ou encore arroser les parterres et les massifs fleuris goutte à goutte et pas avec le jet. Des gestes bons pour l'environnement mais également pour votre portefeuille. Dans la suite de ce journal, l'arrivée d'Isabelle Borne à Matignon. La nouvelle première ministre française ne fait pas l'unanimité, nous l'entendrons.
Saint-Remy-G, nouveau plus beau village de Wallonie. Un de plus, nous découvrirons ses atouts dans un instant. Et puis, le tapis rouge est installé, les photographes sont prêts. Le festival de Cannes peut commencer et Hugues Daillet est lui aussi dans les starting blocks. Ce 17 mai est aussi une journée importante pour la communauté LGBTQI+, une journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie. Et l'objectif, c'est bien sûr de mettre fin aux discriminations. Pour cela, le gouvernement prend d'ailleurs des mesures. Nous allons voir lesquelles avec vous, Rachel Crivellaro. Il s'agit déjà du 3e plan d'action pris par le fédéral. Oui, un 3e plan national, 133 mesures pour lutter contre les discriminations dont sont victimes les personnes LGBTQI+, des mesures qui visent essentiellement à renforcer la sécurité des minorités sexuelles dans l'espace public et également à renforcer leur inclusion dans la vie de tous les jours, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Alors, ce n'est évidemment pas un hasard si ce plan est présenté aujourd'hui, 17 mai, vous l'avez dit, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, mais c'est aussi un 17 mai, le 17 mai 1990, que l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de la liste des maladies mentales. Autant d'indices, autant d'éléments qui expliquent ce que vous pouvez peut-être apercevoir derrière moi, cette rue de la Loi entièrement pavoisée avec le drapeau arc-en-ciel, emblème de la fierté des minorités sexuelles. Alors ce plan, en quoi va-t-il exactement consister? Et finalement, pourquoi un plan alors que la Belgique sur ces matières est plutôt pionnière? Eh bien, je vous propose d'écouter successivement Sarah Schlitz, la secrétaire d'État à l'égalité des chances, et le Premier ministre Alexander De Croo. L'importance d'avoir un plan, d'abord, c'est d'avoir une dynamique qui se met en place dans l'ensemble des partenaires du gouvernement qui vont identifier dans leur matière où ils peuvent agir pour les personnes LGBTQI+. Et donc c'est une manière de ne pas avoir d'angle mort dans les politiques qui sont menées pour certains publics auxquels on ne pense pas toujours quand on prend des mesures plus générales. On est clairement avancé dans ce domaine-là. Nous sommes un pays où il y a beaucoup de respect les uns pour les autres, où en Belgique on peut être qui on veut, on peut aimer qui on veut. Dans la législation, nous sommes dans le top 3 européen, mais dans la pratique, il y a quand même encore du boulot. Il y a de la discrimination qui existe toujours, il y a des actes de violence qui existent toujours, et il n'y a aucune raison de devoir accepter cela. Interview réalisée par Rachel Crivellaro. Merci à vous, Rachel. Allez, il est temps d'éteindre les lumières sur ce studio. Dans un instant, la météo de Daniela Prepeliuk et puis affaire conclue. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à demain.